Donc, on accueille Gaël Giraud, donc l'économiste en chef de l'AFD, et qui est évidemment une institution avec laquelle nous travaillons de manière très régulière, et qui est aussi un acteur engagé des débats intellectuels et sur des questions qui nous concernent directement. Et donc, je veux à nouveau le remercier d'avoir accepté, dans cette phase un peu finale de l'après-midi, d'avoir accepté de venir nous faire cette heure de présentation et de débat pour nous donner son point de vue sur ces grandes questions au moment où nous sommes en train de réviser la vision. Donc, on a échangé avec Gaël là-dessus. Son temps est précieux. Il doit repartir par l'avion de 19h20, donc je ne vais pas en dire plus. Et je vais lui passer tout de suite la parole. Et puis donc, il va nous dire ce qu'il a à nous dire, et on essaiera de ménager peut-être un petit temps d'échange à la fin, parce que sinon, je sens que vous allez être tous frustrés. Voilà. Gaël, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci pour l'invitation. Comme je ne parle plus beaucoup aux chercheurs, je me suis dit, je vais quand même préparer ce que j'ai à vous dire. Donc, j'ai noté des points pour essayer de répondre à la question qui n'était pas formulée exactement de cette manière-là. Mais peu importe, les deux points de vue se convergent. Si je pars des objectifs du développement durable, les ODD, qui ont été formulés, comme vous le savez, en septembre 2015 à New York, qui sont au nombre de 17, évidemment, pour une institution comme l'AFD et pour l'ensemble des institutions des bailleurs internationaux, les ODD, c'est le cadre intellectuel majeur dans lequel tout s'inscrit. Alors nous mangeons des ODD au petit déjeuner, à midi et le soir. Et évidemment, comme vous avez réfléchi au sujet, vous savez que rien n'est moins simple, rien n'est moins compliqué, que de, en réalité, mettre en œuvre ce que vraiment les ODD veulent dire. J'en veux pour preuve une première difficulté majeure qui est la question de la compatibilité entre les ODD. Au fond, la communauté onusienne les a formulés avec cette espèce d'a priori de principe qui est, évidemment, il y a une harmonie préétablie de type leibnizien qui fait que l'ODD 4 est parfaitement compatible avec l'ODD 11 et en poursuivant l'un et l'autre, on n'aura jamais de contradiction. Sauf que la preuve de ceci n'est pas établie du tout. Et qu'on a même plutôt quelques indices qui montrent que c'est probablement le contraire. Alors, indice très simple, si vous prenez par exemple un indicateur qui a été construit par Jeffrey Sachs, qui évidemment vaut ce qu'il vaut. Je ne suis pas du tout en train de faire une promotion pour Jeff Sachs, vous savez, qui est un économiste au Earth Institute à Columbia, qui est très versé sur ce type de questions, qui est supposé synthétiser une partie des ODD. Et vous comparez, vous mettez en regard l'empreinte écologique de Mathis Wackernagel, que vous connaissez aussi, sur laquelle on peut évidemment aussi discuter. Je ne prétends pas que ce soit un bon indicateur de ce que ça désigne. Mais voilà, si je prends ces deux indices-là, et vous regardez ça sur l'ensemble des pays sur lesquels on a des données, on constate que plus votre indice en termes d'ODD est élevé, plus votre empreinte écologique est élevée. Donc moins vous êtes durable. D'où la question un peu provocatrice qu'on peut formuler, c'est les ODD sont-ils durables? Et la réponse est probablement non. Voilà. Alors s'ils ne le sont pas, on a une vraie difficulté, puisqu'au fond, derrière les bonnes intentions panglossiennes des Nations Unies, il y a un vrai sujet, c'est qu'en réalité, on ne sait pas comment les appliquer, puisqu'ils ne sont pas compatibles entre eux. Oui. Deuxième manière de voir le problème, vous vous dites... alors, prenons par exemple un autre indicateur qui est formulé dans le même état d'esprit que les ODD, qui est l'IDH, l'indice de développement humain, vous savez, qui est renseigné chaque année par le HDRO, qui est un bureau des Nations Unies à New York, et qui est composé de 3 composantes, l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le PIB, les revenus, le revenu par tête. Vous prenez l'IDH et vous dites, par exemple, moi je regarde les pays dont l'IDH, qui est compris entre 0 et 1, est supérieur à 0,8, ce qui est un IDH décent, disons. Bon, en deçà de 0,8, voilà. Et puis, je considère, dans la sous-classe des pays qui ont un IDH supérieur à 0,8, celle des pays qui ont une empreinte écologique inférieure à 1. Puisque si l'empreinte écologique est supérieure à 1, on sait que c'est pas durable. Eh bien, il y a 2-3 ans, il restait un seul pays qui survivait à ces 2 critères très simples, quand même. Je vous le donne en 1000, lequel? Je vous laisse deviner. C'était Cuba. Et si vous y réfléchissez, Cuba, évidemment. Mais l'espérance de vie à la naissance à Cuba est supérieure à celle qu'on a aux États-Unis. Le niveau d'éducation à Cuba n'est pas du tout mauvais. Le nombre de médecins par tête de pipe à Cuba est supérieur à ce qu'on trouve dans certaines zones en Europe. Donc Cuba n'est pas si terrible que ça. Voilà. Bien que, évidemment, il y a des questions d'ordre politique, social, philosophique même qu'on peut poser au modèle cubain. Il n'empêche que, voilà, prendre ce prisme-là fait apparaître des choses qui sont surprenantes. Alors malheureusement, depuis l'ouverture de Cuba, l'empreinte écologique de Cuba est passée au-dessus de 1. Donc il n'y a plus aucun pays qui vérifie les critères. Les pays qui sont les plus proches de ces 2 critères conjoints que j'ai formulés, ce sont le Costa Rica, la Géorgie, l'Arménie, le Vietnam et le Bangladesh. Voilà.
Et donc, au fond, si on sort en fait de l'imaginaire onusien où tout est compatible, on peut avoir un style de vie californien et en même temps réduire son empreinte écologique et réduire la consommation ou la dissipation d'énergie fossile, parce que tout ça est parfaitement compatible. Si on sort de ça, alors le type de société qu'en réalité nous devrions viser et dont l'imaginaire devrait nous façonner, c'est Costa Rica, Arménie, Géorgie, Bangladesh et Vietnam. Et que ça change complètement. Évidemment, vous dites ça à un haut fonctionnaire des Nations Unies à Washington, il hallucine complètement. Or, c'est ça, en fait, à mon avis, le type de débat qu'il faut que nous, chercheurs, mais je m'adresse plutôt à vous, évidemment, mais je me mets volontiers dans l'équipe, que nous, chercheurs, nous arrivions à alimenter. Parce que tant qu'on ne sortira pas de cet imaginaire californien où tout va bien, on n'adressera pas les vrais problèmes. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier point. Il n'empêche que, évidemment, il y a un certain nombre de nouveautés dans les ODD que vous connaissez aussi bien que moi, qu'il faut saluer, et qui font que les ODD restent une reformulation par les Nations Unies préférable à celle des OMD, hein, au sens où, comme vous le savez, ils sont universels cette fois-ci. Je salue une ancienne collègue. Ils sont universels, donc ils valent aussi bien pour les pays du Nord que pour les pays du Sud. Donc la communauté onusienne quitte cette position donneuse de leçons en surplomb où les pays du Nord, dans leur grande sagesse, vont expliquer aux pays du Sud ce qu'ils ont à faire. Ils sont universels. Deuxièmement, la question de l'énergie fait son apparition. La question des inégalités. La grande nébuleuse écologique, quand même, est présente. Et puis, la question de la gouvernance, qui est l'avant-dernier objectif, qui est évidemment complètement absente. Voilà. Alors, une fois qu'on s'est dit ils ne sont pas nécessairement compatibles entre eux, la grande question politique, c'est, sachant qu'ils sont tous souhaitables, je veux dire, là je ne prétends pas, bien évidemment, toute personne bien intentionnée sera favorable à chacun des ODD pris séparément. Du coup, la grande question politique, et celle qui va nous être adressée à nous chercheurs, c'est lequel choisir, s'il faut choisir, puisqu'on ne peut pas tous les faire, c'est impossible, probablement. Lequel prioriser, comme on dit en mauvais français. Est-ce qu'il y a des hiérarchies entre les ODD? Est-ce que certains en commandent d'autres? Est-ce qu'il y a une arborescence qu'on peut écrire des ODD, des 17? Est-ce qu'il y a des implications logiques? Voilà. Alors, exemple très très simple. Il y a de plus en plus de camarades économistes qui pensent que la réduction des inégalités est favorable à la lutte contre le dérèglement climatique. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est assez bien documenté. Malgré tout ce que disent certains pour faire croire qu'ils vont acheter bio et donc ça compense les billets d'avion qu'ils dépensent, en réalité, plus on est riche, plus on pollue. Ça, c'est assez clair. Et dans des proportions assez considérables. Hein. L'empreinte carbone du centile le plus riche en France est 175 fois supérieure à celle du décile le plus pauvre. Donc il n'y a plus de débat là-dessus. Donc du coup, question, si on réduisait les inégalités, ce qui par ailleurs est un objectif, est-ce que ça permet de lutter contre le dérèglement climatique? Alors, j'ai fait à l'AFD un petit exercice très très simple. On a pris quelques données tout à fait standards. On n'a pas fait du tout de recherche très profonde sur les émissions de CO2 et les revenus. Et puis, on a fait l'hypothèse que demain matin, la totalité de la planète a le revenu moyen d'un humain sur Terre. Tout le monde. Et donc, on passe demain à une société parfaitement égalitariste, avec des hypothèses relativement standards sur l'élasticité des émissions de CO2 par rapport aux revenus. On recalcule les émissions de CO2 dans cette économie fictive, dans cette société fictive, dans laquelle tout le monde touche la même chose, à savoir le revenu moyen de l'humanité aujourd'hui. Question, est-ce que ça diminue les émissions de CO2? Réponse, très très peu. C'est surprenant. Et donc la réduction des inégalités, c'est pas clair que vraiment ça favorise la lutte contre le dérèglement climatique. En revanche, mettre tout le monde au niveau de revenu de Cuba, oui, ça diminue les émissions de CO2. Et donc ça veut dire que le vrai sujet, c'est pour ce qui est de la réduction des émissions de CO2, hein, c'est pas la réduction des inégalités, c'est la réduction du niveau de vie des plus riches. Voilà, c'est beaucoup plus brutal comme formulation. Vous voyez. Mais pour pouvoir le dire, ça, il faut l'argumenter, parce que vous voyez bien que c'est pas du tout politiquement correct, en particulier à Washington. Et donc, voilà. Et là, je cite ces quelques exemples parce que j'ai travaillé dessus, mais je suis sûr que vous en avez beaucoup d'autres plus pertinents encore. Moi, il me semble que c'est ça, une de nos tâches aujourd'hui, dans le contexte des ODD. Et plus globalement, en tout cas, c'est un peu la consigne que je donne à l'AFD, il faut qu'on comprenne beaucoup mieux les liens entre ces différents nouveaux ODD, la gouvernance, mais je vais y revenir dans 10 minutes, les inégalités, la réduction des inégalités de toute nature, pas simplement de revenus et de patrimoine, bien évidemment, la lutte contre le dérèglement climatique, la sauvegarde des écosystèmes, etc.
Je pense que là-dessus, pour l'instant, il y a trop peu de choses. Donc ça, c'est un énorme chantier, à mon avis. Deuxième grand point, il me semble qu'il faut qu'on sorte de cette espèce de positivisme naïf dans lequel sont enfermés les ODD, qui croient qu'on peut formuler un objectif qui est politiquement souhaitable. Alors, je viens d'essayer de vous convaincre qu'en fait, ils sont tous souhaitables mais pas compatibles. Donc, il va falloir trancher, malheureusement, il va falloir choisir. Donc ça, c'est un énorme sujet politique. Mais admettons même qu'on ait pris cette décision, qu'on ait dit, voilà, on va privilégier l'ODD 10, réduction des inégalités, quitte à en négliger d'autres, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à tous les faire. Et qu'on ne peut pas tous les faire. Il reste que la formulation des ODD, à mon avis, appartient encore à une espèce de positivisme naïf, dont l'épistémologie est ahurissante, en fait, qui croit que le monde se gouverne avec un grand tableau de bord, c'est la cybernétique. On a des petits indicateurs, et comme un pilote d'avion, on regarde est-ce que l'avion est bien équilibré, la vitesse, le sens du vent. Alors un peu d'ODD 4, dans ce pays, l'ODD 7 est un peu faible, on va remettre un peu de fuel, vous voyez, sur le réacteur de droite, etc. Il y a cet imaginaire-là, qui est un imaginaire cybernétique, en fait, qui habite la construction, le langage, la rhétorique, le lexique des ODD, me semble-t-il. Et dans cet imaginaire-là, la catastrophe est impossible. Il ne peut jamais y avoir de catastrophe. Tout comme, et l'analogie, à mon avis, est profonde, tout comme en économie néoclassique, il n'y a jamais de catastrophe. Il n'y a jamais de crack, par exemple. Jamais. Parce que vous êtes toujours à l'équilibre, et qu'à l'équilibre, il n'y a pas de crack par construction. Vous voyez ? Donc c'est comme si vous faisiez de la mécanique en regardant uniquement des corps qui sont tous à l'équilibre. Il n'y aurait pas grand-chose à dire, franchement. Mais c'est bien ce que fait la théorie de l'équilibre général en économie. Et d'une certaine manière, je crois que l'imaginaire qui entoure la formulation des ODD appartient à ça. Et donc, pour lutter contre ça et sortir au moins de cette épistémologie naïve-là, qui est vraiment une épistémologie de comptoir de café, il faut remettre au devant de la scène la possibilité d'un effondrement, la possibilité de grandes catastrophes. Et donc sortir aussi de l'alternative entre on ne regarde que les possibles positifs, ça c'est les ODD, ou on croit qu'on va faire de l'analyse du risque, ça c'est l'autre versant, parce qu'on est capable de probabiliser tous les événements qui vont nous arriver, et on va penser des grandes compagnies d'assurance qui vont nous protéger, dans une espèce de fantasme du risque zéro. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable de probabiliser les événements catastrophiques qui peuvent nous arriver, qu'on est dans un monde d'incertitude, au sens profond du terme, c'est-à-dire on ne sait pas avec quel proba ça peut arriver, et qu'il faut prendre des bonnes décisions dans ce monde-là, et pas dans un monde fictif où il n'y a jamais de crack, ou bien, s'il y en a, on connaît la probabilité avec laquelle ils peuvent arriver. Et donc ça renvoie... vous voyez que ce n'est pas la même ligne que, par exemple, le catastrophisme éclairé de Dupuy. C'est pas la même chose. C'est sortir d'une représentation, disons, on pourrait dire épistémique, complètement fausse, et réintroduire la possibilité de la catastrophe. Alors, celui qui a fait ça, évidemment, mais vous connaissez tout ça par cœur, c'est Meadows au début des années 70, Denis et Donella Meadows, avec leur équipe du MIT, dans laquelle il n'y avait pas un seul économiste. Et à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard. Les économistes ont jeté ce rapport magnifique aux orties et ne l'ont jamais réouvert, pour la plupart d'entre eux. Si vous avez fait des études d'économie, je vous mets au défi de me dire que vous avez entendu parler de Meadows dans vos études d'économie. Alors que moi, je crois que tous les économistes devraient lire Meadows. Ça devrait être le premier livre de chevet, première année, premier trimestre. Meadows, qu'est-ce qu'il fait? Il a dressé, comme vous le savez, 10 scénarios. Sur les 10, il y en avait deux. Les deux premiers, en fait, qui conduisaient à la possibilité d'un effondrement de la production agricole, puis industrielle, puis démographique au XXIe siècle, soit dans la décennie 2020, soit dans la décennie 2050. Et puis, il y avait 8 autres scénarios qui concluaient à des histoires, enfin des récits plus heureux, disons. Et vous le savez sans doute, c'est un physicien australien, Graham Turner, qui en 2008 a repris les trajectoires de World 3, donc le modèle de Meadows, qui les a comparées avec les trajectoires effectivement poursuivies par la planète. Alors, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y a 2 scénarios sur les 10 qui collent très très bien avec les trajectoires suivies par la planète. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a backtesté le modèle World 3, et il a trouvé que World 3 marche très bien, au moins 2 scénarios sur 10, sur 30 ans. Il y a 30 ans de backtesting quand même. Alors, je peux vous dire, s'il y a des économistes dans la salle, ils ne vont pas me contredire, un macroéconomiste qui arrive à faire un modèle qui peut backtester sur plus de 2 ans, il a le prix Nobel. Donc Meadows, c'est 30 ans. Donc en fait, c'est une très bonne nouvelle. Donc moins on fait d'économie, plus on est pertinent en économie, d'une certaine manière. Je fais un peu de provocation, mais c'est volontaire.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les deux scénarios qui me collent très très bien, c'est les deux scénarios qui conduisent à la catastrophe. Voilà. C'est les deux premiers. Soit à cause de l'excès de pollution, soit à cause de la raréfaction des ressources naturelles. Alors, on a essayé de faire un exercice analogue à l'AFD en intégrant la question des boucles de rétroaction climat, qui évidemment n'étaient pas présentes dans le travail de Meadows, puisqu'en 72, ils n'avaient pas les données du GIEC pour aller vite. Bon. Et on arrive aussi, avec un modèle qui est évidemment pas un modèle orthodoxe, à la possibilité de catastrophe au niveau mondial, avec des scénarios tout à fait réalistes. En tout cas, au moins aussi réalistes que les scénarios des modèles standards d'économistes du type Nordhaus, dans le modèle DICE, construit à Yale, qui vous conclut qu'avec une augmentation de la température de 6 degrés à la fin du siècle, on perd 10% du PIB réel au niveau mondial. Ce qui est une vaste plaisanterie, comme vous le savez. Voilà. Donc, on obtient, nous, la possibilité d'avoir des catastrophes. Ça a alimenté le rapport de la commission Stern-Stiglitz, dont j'ai fait partie, sur la tarification du carbone, qui a été rendu public le 29 mai dernier à Berlin. Et au fond, ce qui a intéressé Stern et Stiglitz, c'était ça. C'était pas la énième édition avec des raffinements au quatrième décimal après la virgule du modèle Dice-Nordhaus, dont on sait qu'il raconte n'importe quoi. Vous voyez. Moi, il me semble que, comme posture épistémique, c'est très important pour nous, chercheurs, qu'on ne s'interdise pas de penser la possibilité de la catastrophe. Au motif qu'il faudrait être gentil, en Macronie triomphante, tout le monde est optimiste. Non, on peut quand même être au-devant de grandes catastrophes, me semble-t-il. Alors du coup, quels sont les grands sujets ? Moi, je crois, et je dis pas ça parce que vous êtes là, mais je crois que la question de la sécurité alimentaire, c'est un des grands sujets, le grand sujet. L'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Est. Moi, je pose la question, à chaque fois que je rencontre des gens qui ont du pouvoir là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que dans 10 ans, ce ne soit pas la totalité du CL qui vive la même chose. On le sait aujourd'hui. C'est pas un mystère. Qu'est-ce qu'on prépare contre ça ? Alors, on dépense beaucoup d'argent dans l'opération Barkhane, et peut-être qu'on a raison, enfin, je veux dire, probablement qu'il faut le faire aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait par ailleurs pour éviter que ce qu'il y a aujourd'hui dans la corne est de l'Afrique, ce soit demain au Soudan, puis au Tchad, puis au Niger, au Mali, en Mauritanie, etc. Oui. Autre exemple, il y a sûrement des spécialistes chez vous qui connaissent ça mieux que moi. Vous savez que Amman puise son eau dans une source aquifère à moins 400 mètres fossile, qui ne se renouvelle pas, et on sait qu'elle sera vide dans 20, 25 ans, 30 ans peut-être. Donc on le sait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer la survie des habitants d'Amman dans 25 ans ? Alors, évidemment, on peut rêver qu'on va faire un grand pipeline du type de celui que l'AFD d'ailleurs est en train de cofinancer avec la Banque mondiale, mer Rouge, mer Morte, qui coûte X milliards. Je ne suis pas sûr qu'on va faire la même chose pour Amman. Vous voyez ? Voilà. Et si on ne fait pas ça, comment est-ce qu'on prépare ? Pour ça, donc, du coup, il faut documenter, il faut donner des infos. Voilà. Mais ça suppose qu'on accepte d'envisager la catastrophe. Et il me semble qu'il y a une espèce de cécité de la part de la communauté internationale qui, par principe, ne veut pas croire à ce qu'elle sait. Enfin, ce qu'elle pourrait savoir si elle acceptait d'ouvrir les yeux. Le troisième point, c'est du coup, comment est-ce que nous, chercheurs, on peut aider, une fois qu'on a consenti à la possibilité de la catastrophe, à aménager, disons, des transitions énergétiques, écologiques, soutenables pour les populations du Sud. Alors là-dessus, j'ouvre une parenthèse qui est le mot transition lui-même. Je sais bien que le lexique de la transition, ça fait penser à un processus très lisse, smooth, disons, qui se passe de manière continue, tout va bien, et il n'y a pas de grands à-coups, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de catastrophe, justement. Donc le mot transition lui-même appartient encore probablement à un imaginaire lexical qui est celui contre, à mon avis, lequel il faut lutter, qui est cet imaginaire irénique et panglossien des 17 ODD. Il n'empêche que, faute de mieux, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment en parler autrement. Voilà. Donc, à mon avis, ça c'est le troisième point, c'est comment développer aujourd'hui une recherche qui permette d'alimenter l'intelligence des transitions écologiques, sociales, politiques qui sont devant nous. Là-dessus, alors j'enfonce un peu plus la casquette d'économiste cette fois-ci. Moi, je crois que du côté des économistes, il y a absolument des choses que les économistes doivent apprendre de chercheurs comme vous. Comme vous le savez, les économistes vivent dans un monde où il n'y a que du capital et du travail. Le capital étant essentiellement des dollars. Comme on ne sait pas agréger une usine et une forêt,
C'est pas quelle est l'unité commune à une usine et une forêt. Donc on regarde le prix de l'usine, ça c'est des dollars, et on regarde le prix auquel on pourrait vendre la forêt, si on y arrivait, c'est encore des dollars, et on somme des dollars. Et l'incapacité à additionner des carottes et des choux légitime aux yeux de beaucoup d'économistes le fait de tout transcrire en dollars et d'additionner des dollars. Et donc le capital, en réalité, c'est des dollars. Donc les économistes vivent dans un monde dans lequel il y a des êtres humains, quand même, enfin, des gens qui travaillent en tout cas, il y a des heures travaillées et des dollars, c'est tout. Autrement dit, les économistes croient à la pierre philosophale. Ils croient vraiment qu'on peut en transformer le plomb et tout, en fait, en or. Parce que tout est traductible en dollars et sommable en dollars. Oui. En fait, ce vieux mythe médiéval continue de nous habiter sous une forme différente, évidemment, assez sophistiquée, mais il n'empêche que c'est bien ça qui nous habite. Et donc, ça me paraît essentiel que des chercheurs comme vous fassent entendre auprès des économistes que le monde, il y a plusieurs couleurs, il y a le tableau de Mendeleïev, et vous ne pouvez pas substituer un élément contre un autre. Surtout que, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels les applications que nous autres êtres humains en avons ne sont pas substituables. Je prends l'exemple du cuivre. Le cuivre a plein d'usages industriels. On va probablement atteindre le pic d'extraction du cuivre dans les décennies qui viennent. En tout cas, les recherches qu'on a faites à l'AFD en partenariat avec Olivier Vidal à l'ISTER de Grenoble montrent ça. On devrait avoir un pic cuivre entre 2040 et 2060. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas du tout de substitut au cuivre pour la plupart des applications industrielles du cuivre. Alors évidemment, quand vous dites ça à un économiste mainstream, en fait, vous lui parlez une langue qu'il ne connaît pas parce que vous lui parlez d'un monde dans lequel il n'y a pas que les dollars et les êtres humains. Et donc c'est très important, je crois, qu'on fasse atterrir les économistes dans le monde réel. Et ça, c'est vous qui pouvez le faire, à mon avis. Alors là-dessus, il y a un sous-sujet, à mon avis, qui est central, que je viens déjà d'aborder, qui est celui des minerais, parce qu'il est particulièrement ignoré, même les économistes qui ont compris que le monde n'est pas en noir et blanc, mais en couleur. Alors, il y a quelques travaux, vous connaissez sûrement, et d'ailleurs mieux que moi, certainement, notamment le nouveau rapport au Club de Rome de Ugo Bardi, en Italie, qui est un physicien, qui n'est pas un économiste, sur la question de la raréfaction programmée d'un certain nombre de minerais. Donc, évidemment, le cuivre, mais aussi le phosphate, qui vous intéresse directement. Vous savez bien que le pic d'extraction du phosphate, c'est aussi dans les décennies qui viennent. Donc, c'est une très très bonne nouvelle pour le Maroc, qui est assis, du coup, sur une montagne d'or, là, on peut le dire. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour un certain type d'agriculture, si on veut pouvoir adresser la question de la sécurité alimentaire à 9 milliards d'habitants en 2050 et peut-être 11 milliards à la fin du siècle. Bon. Donc il y a le sujet, c'est quoi l'agriculture de demain? Mais ça, c'est vous qui avez la réponse, c'est pas moi. Sans pouvoir augmenter la quantité de phosphate extrait du sous-sol. Et puis après, il y a une autre question qui est, on constate par exemple que les infrastructures nécessaires pour les énergies renouvelables sont plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Et donc, il y aurait une naïveté de croire qu'on peut faire la transition énergétique vers le renouvelable sans se préoccuper de la question de l'impact sur les minerais. Mais en fait, cette naïveté nous envoie dans le mur. En réalité, et c'est ce que disent un certain nombre de physiciens, il faut dès aujourd'hui se poser la question de savoir comment on va économiser du cuivre pour l'utiliser à bon escient lorsqu'on aura besoin de développer beaucoup plus d'infrastructures liées aux énergies renouvelables que ce dont nous disposons aujourd'hui. Puisque, comme vous le savez, au niveau mondial, le renouvelable, pour l'instant, c'est négligeable. On en parle beaucoup, mais il y en a très très peu. 80% du mix énergétique mondial, c'est du fossile. Donc le jour où ce sera le contraire, on aura besoin de beaucoup plus d'éoliennes et de PV que ce qu'on a aujourd'hui, mais on aura besoin de beaucoup plus de cuivre, du coup. Or, je le redis, le pic d'extraction du cuivre, c'est entre 2040 et 2060. Voilà. Donc là, il y a une vraie question. Alors, et là, moi je le sais pour le cuivre, mais vous le savez certainement pour d'autres minerais. Et donc là, il y a des questions de goulet d'étranglement entre d'un côté la ressource énergétique et de l'autre la ressource minière, qu'il faut absolument analyser et comprendre, je crois. Sinon, voilà, on se raconte tous des histoires. Alors après, ça donne les débats auxquels j'assiste régulièrement entre physiciens sur le thème « Le scénario négawatt viole la deuxième loi d'Intermont ». Moi, je ne suis pas en mesure de vérifier ça. Mais par exemple, j'entends notre camarade Bréchet dire ça, le haut-commissaire au commissariat à l'énergie atomique. Voilà. Je pense que ce type de débat doit absolument faire partie de notre programme scientifique, notre agenda de recherche. Sinon, au fond, on démissionne de notre responsabilité de citoyen. C'est là-dessus qu'on est attendu, je crois. Et en fait, il n'y a que vous, enfin, il n'y a que nous, les chercheurs, qui pourront répondre à ça. Sinon, on est de nouveau embarqué dans des discussions de comptoir de café. Alors, un dernier mot sur ce troisième point qui est les économistes eux-mêmes
Il faut absolument qu'ils changent leur paradigme, je crois. Alors, il y a un début de tremblement de terre qui s'est opéré l'an dernier. L'épicentre est aux États-Unis, puisque vous avez eu simultanément, l'été 2016, 3 papiers qui ont été publiés. Alors, le premier par Olivier Blanchard, qui est notre compatriote, vous savez, qui est l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international. Alors, il a publié son papier 2 mois après avoir quitté son poste. C'est un tout petit peu dommage, il aurait pu le faire 2 mois avant, mais c'est pas le courage qui le caractérise, donc il l'a fait 2 mois après. Dans le papier dans lequel il dit les modèles DSGE, pour Dynamic Stochastic General Equilibrium, donc les modèles d'équilibre général stochastique dynamique, qui sont la panacée dans toutes les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, la BCE, la Banque de France, etc., sont basically flawed. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien chef économiste du FMI. Premier papier. Deuxième papier, un papier de Paul Romer, l'actuel chef économiste de la banque. Donc lui, Paul, il a beaucoup plus de courage. Il arrive à la banque et il fait un papier, qui est celui-là, où il dit les 30 dernières années de la macroéconomie ont été le théâtre d'une régression intellectuelle majeure. La macroéconomie n'est plus une science, elle est une espèce de danse où des tribus suivent des gourous, essentiellement aux États-Unis, et suivent des modes. Donc, voilà, c'est assez fort comme discours. Évidemment, maintenant, vous avez peut-être repéré, mais j'espère que vous ne suivez pas ça parce que vous avez mieux à faire. Paul Romer a été mis sur la touche de la Banque mondiale et est très proche de la porte de la sortie. Ouais. Donc, il n'est plus directeur exécutif, il est dégradé complètement. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre ce papier et sa situation actuelle? C'est pas clair, parce qu'il a aussi cassé les pieds de ses équipes en leur expliquant qu'il fallait qu'ils fassent des rapports plus courts, avec moins de end. End. Il y a des end dans les phrases. C'est le style bureaucratique Banque mondiale. Et donc, il y a une rébellion de ces équipes qui ont dit mais qui est ce gars et qui ont réussi à le faire mettre très proche de la sortie. Mais je ne pense pas qu'il y ait que des problèmes internes à la banque. Et voilà. Et puis, troisième papier, l'été dernier, c'est Narayana Kocherlakota, qui est un économiste moins connu, en tout cas en France, mais qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Minneapolis, qui a écrit un papier pour dire nous n'avons pas de théorie macroéconomique satisfaisante aujourd'hui, il faut tout reprendre à zéro. Et il ne suffira pas de changer quelques epsilon dans les modèles des macroéconomistes actuels. Il faut changer de paradigme. Alors la grande question, évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quel est le paradigme alternatif? Et pour ça, on a besoin de nouveau de chercheurs qui ouvrent leur cerveau à autre chose que la répétition de ce que les macroéconomistes racontent depuis 40 ans. Mais ça me paraît essentiel parce que, je donne un exemple très simple, ne fût-ce que pour la lutte contre le dérèglement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, les 195 parties ont remis des NDC, ou des INDC à l'époque, International Nationally Determined Contributions, qui sont les feuilles de route que chacun des pays s'engage à suivre et à mettre en œuvre pour réduire ses émissions. Elles ont été remises au président de la COP21. Très honnêtement, mais vous avez peut-être fait l'expérience, la plupart des pays n'ont aucune idée de la manière dont ils vont mettre en œuvre leur NDC. Alors, il y a des pays comme la Guinée-Conakry, c'est pas très étonnant, puisque on calcule aujourd'hui le PIB de 2012 de la Guinée-Conakry. Donc avant qu'ils arrivent à avoir une projection intelligente, c'est pas pour demain matin, c'est sûr. Mais même un pays comme la Chine, par exemple, la Chine a fait son NDC, a donné la tâche de construire le NDC chinois à l'université de Tsinghua, prestigieuse université, qui l'a fait en partenariat avec le MIT, autre prestigieuse université, en utilisant un modèle qui est un modèle d'équilibre général calculable, cofinancé par l'AFD, donc auquel j'ai eu accès, qui est un modèle magnifique. Sauf qu'il y a 2 petites difficultés dans ce modèle, c'est qu'il n'y a jamais de dette, ni privée ni publique, et il n'y a jamais de chômage. Le marché du travail est toujours à l'équilibre. Voilà. Donc, quand on a discuté de tout ça, j'ai dit au très honorable professeur de Tsinghua, monsieur le professeur, vraiment, votre modèle, il est excellent. Je suis très impressionné. J'ai juste 2 petites questions. C'est que si le chemin qui vous conduit vers des réductions des émissions de gaz à effet de serre auxquelles vous êtes engagé exige que vous ayez 400% du PIB de dette publique et 80% de chômage, vous n'allez pas le faire. On le sait bien. C'est politiquement infaisable. Le seul ennui, c'est que votre modèle, vous ne le dira jamais. Parce que dans votre modèle, ça n'arrive jamais. Donc, j'ai un petit sujet sur votre modèle. Voilà. Alors, comme il est chinois, très poli, très urbain, il a souri, et puis on a parlé d'autre chose. Mais je pense bien qu'il a compris le message. Oui. Alors, donc, on a arrêté de financer ce modèle. Là, je peux vous dire tout de suite. Le jour même. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un vrai défi, nous, c'est construire des modèles alternatifs. Si vous connaissez un peu les discussions internes qu'il y a au GIEC aujourd'hui, les camarades physiciens du groupe 1 ont compris, en tout cas Valérie Masson-Delmotte, c'est très clair, mais elle n'est pas la seule,
ont très bien compris que les modèles utilisés par les économistes dans le groupe 2 et le groupe 3 disent n'importe quoi. Quand vous avez le modèle DICE qui vous dit plus 6 degrés, ça fait moins 10% du PIB mondial, vous savez que vous pouvez jeter ça à la poubelle. Ça ne parle juste pas du monde réel, c'est tout. Vous voyez ? Et donc, il y a une demande aujourd'hui qui nous est adressée du côté des physiciens du GIEC, mais qui aussi nous est adressée de la part des pays, des gouvernements, qui ont compris que les modèles standards ne leur permettront pas de comprendre comment ils vont mettre en œuvre leur NDC, qui est de les aider, de les y aider. Et ça rejoint du coup un des impératifs que nous, on s'est donné à l'AFD, qui est de contribuer à un véritable dialogue de politique publique avec les pays du Sud. Par exemple, pour les aider à mettre en œuvre leur NDC. Pas uniquement, ça c'est un sujet parmi beaucoup d'autres. Hein, mais voilà. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on en parlait avec Michel et la direction générale, moi je pense que l'AFD devrait vous embarquer le CIRAD, dans ce dialogue de politique publique. Alors un exemple très simple, donc l'an dernier en Côte d'Ivoire, on a signé un mémorandum de dialogue stratégique avec Abidjan, avec le gouvernement. Et d'un camp, le Premier ministre m'a dit, vous savez, j'ai quand même un vrai souci. L'an dernier, on a fait moins 10% de production de cacao. J'ai vaguement entendu parler d'un travail de recherche, en fait, il parlait de vous, qui dit qu'il n'y aura plus de cacao en 2050 en Côte d'Ivoire. Je me demande si c'est vrai et je suis un peu inquiet. Et surtout, j'aimerais savoir si c'est moins 10% l'an dernier. Est-ce que c'est le dérèglement climatique? Est-ce que c'est juste la faute à pas de chance? Est-ce que c'est la déforestation? Voilà, aidez-moi à comprendre. Donc on s'y est engagé, et évidemment, il faut qu'on le fasse avec vous. Oui. Mais ça veut dire, et je dis ça parce que j'ai eu des réactions, quelques réactions peu enthousiastes dans mes propres équipes de chercheurs à l'AFD, ça veut dire qu'il faut, comme chercheur, que j'accepte de me dire, voilà, évidemment, moi j'ai mon agenda de recherche perso. Alors par exemple, j'adore la géométrie algébrique. Vraiment, la théorie des schémas, c'est super. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est magnifique. Si vous connaissez un tout petit peu, c'est un lieu de jouissance intellectuelle ultime. C'est vrai. Sauf que là, pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment pas, quoi. Voilà. Non, mais c'est comme les diagrammes de Feynman. Si vous connaissez les diagrammes de Feynman en mécanique quantique, c'est sublime. C'est vrai. Mais bon, voilà. Il faut garder ça pour la retraite, quoi. Mais là, aujourd'hui, il y a des vraies urgences politiques. Je crois. Hein. Je vous dis ça comme directeur de recherche au CNRS, hein, franchement. Hein. Voilà. Et je sais que ça peut être dérangeant. Donc je vois dans mes équipes des chercheurs à qui ça casse les pieds, je leur dis ça, quoi. Alors, quatrième point, je vais essayer d'aller plus vite parce que le temps passe très vite et d'aller très très vite. Du coup, on pourrait se demander, ayant dit tout ceci, c'est quoi une intelligence du développement qui devrait sous-tendre nos travaux de recherche? Mon point de vue, j'ai pas une grande théorie du développement aujourd'hui, en tout cas pas encore peut-être, mais mon point de vue, c'est que quand même, le mot d'ordre central doit être pour les pays du Sud, parce que c'est la demande récurrente qu'ils nous adressent, la question de l'adaptation aux transformations écosystémiques qui leur tombent dessus, et donc quelque chose qui tourne autour de la résilience. Alors je sais bien que l'IRD a fait d'ailleurs avec vous, je crois, un bouquin sur la résilience. Je sais aussi qu'il y a une très forte ambiguïté du concept de résilience. Vous savez qu'il y a des groupes un peu gauchistes, mais donc sympathiques, en Amérique latine, qui revendiquent « nous ne sommes pas résilients ». Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un détournement politique du concept de résilience. Comme impératif catégorique que je vous assène, adaptez-vous au cadre que je suis en train de vous imposer. Soyez résilient, mon garçon. Donc, par exemple, vous avez des populations qui survivent à Detroit, aux États-Unis, qui ont placardé sur les pauvres arbres qui restent « nous ne sommes pas résilients ». Alors que c'est paradoxal, parce qu'en réalité, ce sont eux qui sont aujourd'hui les plus résilients qu'on ait trouvés dans la région, au sens où la communauté internationale l'entend. Mais ils sont tellement bons, justement, qu'ils ont compris que dans le concept de résilience, il y a une part de « adaptez-vous à un cadre que je vous ai imposé ». Ce qui suppose de comprendre qu'une partie des catastrophes qui vont arriver ne sont pas une espèce de fatalité qui tomberait du ciel exogène, mais sont induites en partie par, non pas l'anthropocène, mais le capitalocène. C'est-à-dire un mode de production économique, de consommation, très très spécial, dans lequel les plus riches jouent un rôle central, parce que c'est eux qui polluent le plus. Et qu'au fond, il y a quand même moyen de rétroagir là-dessus pour que la catastrophe soit moins sévère. Vous voyez ? Ça va ? Voilà. Donc moi, je dirais, c'est ça notre enjeu central. Donc le développement, ça devrait être la résilience, mais une résilience déconstruite. Vous voyez, la version déconstruite du concept de résilience. Et après, juste pour terminer sur ce quatrième point, donc je vous le redis, moi, nous, les demandes qu'on a, la plupart des demandes qu'on a de la part des pays du Sud, c'est des demandes qui sont liées au dérèglement écosystémique. Donc c'est la destruction du littoral sur la côte de Hoi An, là où nous étions d'ailleurs il y a 2 ans maintenant,
C'est les inondations d'eau salée, d'eau de mer salée sur le delta du Mékong, c'est la raréfaction du flux d'eau potable du Mékong, c'est l'absence d'eau à Amman, c'est la désertification, c'est l'érosion des sols, etc. C'est l'absence d'eau à La Paz, en Bolivie, il n'y a plus d'eau à La Paz, hein, c'est un désert. Et donc la Bolivie nous demande de l'aider à construire un grand plan d'adduction d'eau potable pour les 20 prochaines années dans tout le pays, dans un contexte où la question de l'eau est très très délicate et politiquement très chaude, hein, puisqu'il y avait l'histoire de Cochabamba en Bolivie. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte-là, à mon avis, que comprendre développement, c'est la résilience déconstruite, peut, à mon avis, avoir du sens. Dernier point, je vais terminer par là. Les ODD ont... Non seulement ils font comme s'ils étaient parfaitement compatibles, ils vivent dans un imaginaire cybernétique où il suffit de tourner quelques boutons et d'ajuster des paramètres pour que le monde aille mieux, mais ils vivent dans un monde complètement apolitique. Par exemple, les droits de l'homme ne figurent pas dans les ODD. Le mot démocratie ne figure pas dans les ODD. Alors, question qu'on s'est posée, nous, à l'AFD, dans notre plan d'orientation stratégique. C'est pas l'OSSP, nous, c'est le POS. Bon, vous voyez bien que c'est la même chose. Doit-on parler des droits de l'homme ? Ça va vous faire bondir peut-être, mais certains collègues se sont posé la question. Ils ont dit, c'est pas dans les ODD. Les droits de l'homme en Chine, c'est compliqué, ça nous attire que les ennuis. Certains ont même dit, ça nous empêche même de faire du business quand même. Donc, faut-il vraiment parler des droits de l'homme ? C'est vrai ? Ce à quoi, pour ma part, je réponds, si nous, on ne parle pas des droits de l'homme, plus personne n'en parlera. Donc, pour moi, c'est un devoir catégorique. On ne peut pas ne pas en parler et ne pas en tenir compte, du coup. Vous voyez ? Ce qui veut dire que la dimension politique, institutionnelle de nos recherches compte énormément. Et en particulier, dans un contexte où, évidemment, la transition énergétique et plus globalement écologique va pouvoir se faire aussi dans un cadre politique très, très, très désagréable. Le jour où certaines élites auront bien compris qu'il n'y aura vraiment pas assez d'énergie renouvelable, de phosphate, de cuivre pour tout le monde, et que le dérèglement climatique, ça va faire vraiment très très mal, la tentation sera très très forte de généraliser ce que vous voyez aujourd'hui au Nigeria, au Brésil, en Afrique du Sud, c'est-à-dire des petits îlots très très riches, où on a accès à tout, où on lave les voitures avec de l'eau potable, derrière des grands murs d'enceinte, ce que vous voyez au Nigeria, hein. 4 mètres de haut, mirador, barbelés, chiens, et de l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable. Voilà. Donc ça, c'est un type de société qu'on est quand même, à mon avis, malheureusement, qu'on peut avoir devant nous. Ça existe déjà. Donc si vous avez été au Nigeria, vous connaissez ce schéma. Hein. Mais malheureusement, il n'y a pas que le Nigeria, il y en a un peu partout maintenant. Au Mexique, j'étais au Mexique il y a 10 jours. Santa Fe, c'est le quartier riche de Mexico City. C'est exactement ça. Vous êtes à Santa Fe, vous vous croyez aux États-Unis. Vraiment. Vous traversez les grands murs d'enceinte, vous avez des bidonvilles dignes des favelas brésiliennes. Voilà. Alors, si on veut éviter ça, on n'est pas obligé, mais si on veut éviter ça, il faut développer, à mon avis, aussi une intelligence des institutions. Et c'est là que la question des communs entre en jeu. Donc il faut sortir de ce monde faussement apolitique dans lequel nagent les ODD et comprendre que la démocratie, ça doit faire partie de manière prioritaire de notre intelligence du développement. Là-dedans, la question des communs, à mon avis, est centrale. En tout cas, c'est celle que je pousse à l'AFD. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'économistes, mais aussi de politistes, sont enfermés dans cette partition fausse du monde dans lequel on n'a que les biens privés et que les biens publics. En réalité, comme vous le savez, le rapport au monde sous forme de commun, c'est le plus ancien que l'humanité ait connu, même avant l'agriculture, il y a 13 000 ans. Et c'est en même temps ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui, parce que si vous regardez le mouvement des logiciels libres et ce qu'on fait sur Internet, c'est du commun en réalité. Le copyleft, par exemple, toute la créativité de types de propriétés qui ne sont ni purement privées ni purement publiques, pour gérer la question des droits d'auteur, on crée du commun en inventant un nouveau type de propriété dans lequel, en fait, on a séparé, comme vous le savez, les 3 grands piliers de la propriété privée, le droit d'usage, le droit de détruire et le droit de revendre, de fructifier, de faire fructifier, et on réserve le droit d'usage. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à institutionnaliser un rapport aux ressources dans lequel ce qui est privilégié, c'est le droit d'usage. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux là-dessus, et je suis sûr que vous travaillez aussi là-dessus. Ça peut devenir, à mon avis, un vrai programme, à la fois politique et de recherche scientifique, dans lequel on apprend à comprendre comment des populations peuvent construire des institutions qui gèrent un certain nombre de ressources comme des communs.
Et dans ces ressources, à mes yeux, il n'y a pas que, mais c'est fondamental, il n'y a pas que la biodiversité dans la forêt amazonienne. Hein. Il y a aussi la monnaie. Pourquoi est-ce que la monnaie ne serait pas un commun? Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'avoir une monnaie en commun? En zone euro, par exemple, on a privatisé la monnaie. La monnaie est un bien privé en zone euro. Ce n'est pas les États qui émettent la monnaie. Ce ne sont plus les États. C'est la BCE, qui est une institution non démocratique, qui ne rend compte à personne. Sinon, elle est techno. Donc, c'est pas une institution publique. Oui. En tout cas, pas démocratique. Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'avoir une monnaie qui soit un bien commun? Qu'est-ce que vous voudrez dire le fait de traiter le travail comme un commun? Est-ce que c'est vraiment légitime de penser que le travail est une marchandise privée qu'on peut échanger sur un marché comme les tomates? Pas absolument clair. S'il y a des anthropologues dans la salle, je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Oui. Mais vous voyez bien que c'est une révolution sociale, politique, de penser à un monde du travail dans lequel le travail est un bien commun. Et pour ça, on a besoin d'anthropologues et de juristes et de politistes ouverts aussi, qui, à mon avis, peuvent réfléchir à ça. En tout cas, nous, on essaye à l'AFD. Alors, ayant dit tout ceci, le point commun aux différentes disciplines, parce qu'il y a quand même un problème disciplinaire dans cette affaire, et je vais m'arrêter là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant d'arriver avec Michel et la DG, c'est le temps long, je crois. Le long terme. Qu'est-ce qui réunit un physicien, un climato, un biologiste, un financier, un juriste, un anthropologue, qui essaie de réfléchir sur la batterie de questions que j'ai essayé d'évoquer? C'est que tous réfléchissent non pas à demain matin, mais à ce qui peut arriver dans 30 ans et dans 40 ans. Et si vous y réfléchissez un tout petit peu, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons construit des institutions qui sont toutes piégées par le temps court. Notre comptabilité est une comptabilité instantanée. On a introduit, par exemple, dans la comptabilité des entreprises cotées, le fait que la valeur de leurs actifs, c'est la valeur instantanée de marché. C'est la fameuse fair value. Comme si cette valeur instantanée de marché avait la moindre pertinence économique. Vous voyez ? Donc même si vous êtes convaincu que votre entreprise va valoir des milliards demain matin, si aujourd'hui elle vaut rien, ben ça vaut rien. Vous voyez ? Donc en fait, si vous y réfléchissez une seconde, c'est idiot. Nous marchons sur la tête, complètement. La comptabilité est construite dans le court terme. La finance est entièrement construite sur le court terme. Pourquoi ? Parce que la finance est construite sur la dette. Et la dette, le problème de la dette, c'est qu'il faut, quand il doit être remboursé, il doit être remboursé tout de suite. Pas dans 50 ans. C'est ça qui nous remet constamment dans le court terme. Et si vous y réfléchissez, beaucoup de politiques aujourd'hui croient vraiment ce qu'on raconte dans les cursus d'économie, à savoir que les politiques ne pensent qu'à être réélus. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Mais voilà. Et donc, moi, je crois que redonner un sens au long terme, qui ne soit pas la planification soviétique ou nord-coréenne, mais qui soit une prospective intelligente qui permet d'éclairer la décision publique aujourd'hui, ça doit être ça, le fil directeur, au GIEC comme ailleurs, de toutes ces disciplines qui ont vocation à se parler. Pour notamment, et ça sera l'effet collatéral très positif, sortir les économistes de leur enclavement dans lequel ils racontent n'importe quoi, à mon avis. Voilà, merci beaucoup. Bon, écoute, Gaël, que dire simplement merci, hein, parce que je crois que c'est plus que roboratif, et tout ce que tu as évoqué bon, fait, je crois, écho à plein de choses que nous avons nous-mêmes en débat et en discussion, et sur lesquelles nous essayons aussi modestement de réfléchir. Et j'imagine qu'il y a dans la salle quelques-uns qui ont connu des émotions intellectuelles fortes et qui voudront peut-être la partager avec toi en posant éventuellement quelques questions ou en faisant quelques commentaires. Et donc à partir de là, moi je vais me taire et je vais vous donner la parole. Qui souhaite prendre la parole, parce que je vous le dis, le temps court nous est compté. Disons qu'à 6h05 au plus tard, je vous l'enlève. Alain. Oui, merci donc pour le topo. Juste deux questions. Finalement, quand on est avec des pays qui aujourd'hui n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est l'émergence économique, donc qui vont sur un modèle qui est typiquement le type de modèle qui conduit à la catastrophe, à un des scénarios de la catastrophe en tout cas. Qu'est-ce que vous proposez aux équipes de l'AFD qui sont dans l'opérationnel de dire ? C'est-à-dire, est-ce que vous leur dites découplage ? J'ai l'impression que vous ne croyez pas trop au découplage, voire vous n'y croyez effectivement pas du tout. C'est-à-dire découplage, ça veut dire en gros, vous pouvez faire de la croissance des filières agricoles tout en diminuant votre empreinte écologique, en vous adaptant, etc., etc. Donc ça c'est la première question. Donc comment est-ce qu'on gère ce qui me semble être une tension entre un discours des opérationnels et le discours de la division recherche que vous utilisez ? Je fais le dialogue doit être bon. Et quand on va voir le Premier ministre de la Côte d'Ivoire ou autre chose.
La deuxième question, on est tout à fait d'accord moi je suis tout à fait d'accord sur cette idée que la question de plus on est riche, plus on pollue, ça a été tout à fait montré par un certain nombre de statistiques. Il y a une question qui reste quand même un non-dit, c'est qu'il y a bien sûr la question de la manière dont on consomme, mais il y a aussi la question du nombre. Et la question du nombre, on peut la traiter, la démographie, donc qui est aussi un des grands points sur lequel il y a pas mal d'opposition. On peut le traiter de manière un peu classique, planning familial. On peut la traiter de manière intelligente, qui est de dire l'éducation des filles, l'emploi pour les femmes, etc., etc. Donc parce que effectivement, on sait que c'est la clé, quoi, globalement. Donc là, je suis quand même surpris que vous n'en ayez pas parlé. Et ça, parce qu'il y a toute une tradition aussi qui consiste à dire, non, la démographie, etc. C'est uniquement la question du social et de la consommation. Or, je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux en ligne de mire. Je suis bien d'accord. Sur la première question, en fait, c'est pas du tout une manière de botter en touche. Moi, ma position, c'est la plupart des chefs de gouvernement que je rencontre et des gouvernements que je rencontre qui parlent d'émergence utilisent ce lexique parce que c'est le seul moyen de parler à leurs bailleurs. Mais ils y croient pas du tout. Je pense pas du tout. Ou alors ils sont fous. Mais je ne crois pas du tout que le gouvernement ivoirien croit vraiment qu'en 2020 il sera émergent. Ce qui est le mot d'ordre. Simplement, il sait que pour se faire bien voir du gars du FMI qui est là, il faut qu'il le dise. Je vous donne un autre exemple. J'étais au Tchad il y a 3 mois maintenant. J'ai fait une conférence au CEFOD, qui est un petit laboratoire à N'Djamena, tant il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à N'Djamena, où j'ai dit, mais vous savez, diminuer les salaires de la fonction publique dans un pays où le PIB dépend énormément des salaires, c'est une très mauvaise idée, ça va faire baisser le PIB. Et votre ratio d'aide publique sur PIB va augmenter au lieu de baisser. Donc, ne diminuez surtout pas les salaires. Le soir même, le représentant du FMI à N'Djamena appelait le directeur de l'agence AFD en disant « Il paraît que le chef économiste de l'AFD critique le FMI parce que le FMI veut baisser les salaires. » Alors que je n'avais pas parlé du FMI. En fait, il s'est trahi parce qu'effectivement, il va préconiser qu'on baisse les salaires. Donc, il le sait très bien. Mais voilà. Donc, en fait, quand vous avez ce type de réaction, les ministres locaux, ils sont pas idiots, donc ils apprennent très vite. Ils savent qu'il faut parler d'émergence. Mais moi, je crois qu'ils n'y croient pas du tout. Enfin, voilà. Donc, ma position, c'est évidemment, devant les journalistes, on va parler d'émergence, puis quand on va se parler en vrai, on parlera d'autre chose. Pour moi, c'est une pure langue de bois dont la plupart de nos interlocuteurs ne sont pas dupes. Alors, il y a quelques exceptions, mais parce que c'est des pays qui, apparemment, ont déjà émergé, le Mexique, l'Afrique du Sud. Là, ils y croient quand même un peu, c'est vrai. Mais il faut dire aussi qu'il y a un début de classe moyenne et une élite qui vit très très bien. Donc, pour qui ceci fait sens, tout d'un coup, vous voyez. Sur le deuxième sujet, alors je suis fatigué, la démographie. Oui, j'en ai pas parlé, c'est un oubli de ma part. Et évidemment, moi je pousse beaucoup pour qu'on étudie la manière dont on courbe la courbe démographique. Et évidemment, avec la question de l'éducation des jeunes filles. Et aussi, par exemple, il y a des choses que vous connaissez mieux que moi. La mécanisation de l'agriculture fait baisser la démographie. Et alors maintenant que c'est sorti, moi je connaissais pas cette affaire-là, mais il y a des travaux maintenant qui montrent que les plans d'ajustement structurel des années 80 ont retardé la transition démographique parce qu'ils ont fait s'effondrer un certain nombre de services publics. Et du coup, vous avez un certain nombre de familles qui ont réagi en se créant la compagnie d'assurance que l'État ne fournissait plus. Donc ça maintenant, c'est bien documenté aussi. Donc j'aime beaucoup parler de ça, par exemple, aux interlocuteurs du FMI, de la Banque mondiale. En disant, c'est vraiment bête qu'aujourd'hui, on ait quand même des bataillons de jeunes illettrés et désœuvrés qui vont alimenter Boko Haram et qui seraient pas nés si on n'avait pas fait les plans d'ajustement structurel dans les années 80. Oui. Mais je suis complètement d'accord avec vous, il faut pousser cette question, qui ne doit pas du tout être une question tabou. Alors après, il y a un autre sujet, par contre, d'ordre 2, qui est comment est-ce qu'on en parle aux autorités locales. Ça, c'est une autre question. Parce que c'est beaucoup plus délicat. C'est très sensible. Mais ça ne doit surtout pas nous empêcher d'y travailler, au contraire. Alors Bruno Loche, émotion partagée, je ne sais pas, mais beaucoup de points sur lesquels, bien sûr, on se retrouve. Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de réengager le dialogue avec les politiques publiques. Alors j'ai envie de vous enlever votre casquette recherche AFD pour m'adresser à l'AFD et de dire l'organigramme de l'AFD aujourd'hui, en quoi lui permet-il effectivement d'engager un dialogue sur les politiques publiques et un dialogue sur les stratégies de développement, mais dans une dimension multisectorielle. Parce que d'une certaine manière, l'AFD, comme beaucoup d'autres bailleurs, reste piégé par ce qu'est le piège des ODD, c'est-à-dire une vision très compartimentée, en silos, thématiques. Et les bailleurs de fonds ont aussi cette représentation en silo, avec des projets qui se déclinent dans les silos, avec des interlocuteurs dans les gouvernements qui sont dans le même silo. Et du coup, à quel moment est-ce qu'on reconnecte tout pour effectivement réengager un dialogue ? Alors,
au CIRAD, on est prêt à vous accompagner, et si vous nous embarquez très bien pour aller discuter sur justement ce que seraient des politiques publiques ou des stratégies de développement qui seraient adaptées pour répondre aux défis de la période, parce que vous avez évoqué des conséquences de l'ajustement structurel qui était justement l'impact sur le retard sur la transition démographique. Un des impacts aussi directs, ça a été à travers le retrait de l'État, le démantèlement complet de toute capacité de vision prospective et de programmation stratégique des États. En quoi, sur ces sujets-là, l'AFD s'organise-t-elle pour réinvestir ? Alors, trois éléments de réponse. Le premier, c'est il y a des opérationnels sur place qui se rendent compte qu'ils sont incapables d'alimenter ce dialogue transversal, multisectoriel, à haut niveau dont nous parlons. Et je redonne l'exemple de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est le directeur de l'agence d'Abidjan, Bruno Leclerc, qui m'a appelé en me disant il y a quand même un paradoxe insoutenable, c'est que l'AFD est le premier bailleur de la Côte d'Ivoire, mais à chaque fois que le gouvernement ivoirien se pose une question de fond, il va s'adresser au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale, jamais à nous. Donc nous, on est juste là pour faire des chèques et rien d'autre. Et donc d'où le fait qu'on ait réinvesti le gouvernement ivoirien. On a signé avec eux un mémorandum de dialogue stratégique au niveau ministre et directeur d'administration. Et on va faire avec eux tous les 6 mois un séminaire de restitution des travaux qu'on a engagés avec les universités ivoiriennes, avec Yamoussoukro, avec Bouaké et avec nous. Vous voyez, et ça, les opérationnels ne peuvent pas le faire. Alors évidemment, si vous connaissez un tout petit peu l'AFD, les camarades opérationnels ont tout de suite dit « Ah, mais le pauvre Gaël, il a des visées impérialistes insoutenables. » En réalité, nous faisons déjà du dialogue de politique publique depuis longtemps. Mais là où vous avez raison, c'est que les opérationnels ne font du dialogue que sectoriel. Et donc moi, j'arrive en disant que je suis chef économiste, je suis directeur exécutif, et donc je suis autorisé à faire du dialogue transversal que vous ne faites pas. Bon. Deuxième élément de réponse, en tant que chef économiste, j'ai la casquette sur l'ensemble de la production intellectuelle de la maison, à l'intérieur de toutes les directions exécutives. C'est moi qui suis redevable des euros qu'on dépense pour la production intellectuelle dans la maison. Et toute activité d'expertise et de dialogue de politique publique, même sectorielle, avec les États du Sud ou avec les partenaires du Sud, relève de la production intellectuelle. Donc en fait, c'est moi qui en suis redevable auprès de la direction générale. Donc j'ai dit aux petits camarades des autres directions, maintenant vous allez m'expliquer ce que vous faites, parce que c'est moi qui en rends compte. Vous voyez ? Alors je ne dis pas que ça se passe bien, mais c'est dans cette direction qu'on va. Et puis troisième élément, comme vous le savez sûrement, le Quai d'Orsay nous a donné la compétence sur la gouvernance depuis 1 an maintenant, ce qu'on n'avait pas précédemment. Et donc, à ce titre-là, nous sommes autorisés aujourd'hui à avoir une discussion avec les gouvernements sur tout sujet qui relève de la gouvernance. Ce qui pose une question qui est que veut dire gouvernance, évidemment. Donc, moi, j'ai immédiatement écarté governance, la good governance des années 90, mais même la Banque mondiale aujourd'hui l'a écarté. Si vous avez regardé le dernier World Development Report, donc le dernier rapport sur le développement mondial de 2017 qu'on a lancé à Paris avec l'AFD au Sénat, la Banque mondiale reconnaît que la good governance des années 90, c'était pas bon. Alors, donc maintenant, elle parle de good enough governance. Donc c'est un progrès millimétrique, mais c'est quand même la première fois, à ma connaissance, que la banque reconnaît qu'elle a fait des erreurs. Donc on a écarté ça. Et après, on a un débat interne entre nous sur qu'est-ce que c'est que la gouvernance. Où moi, évidemment, je pousse l'idée que c'est réfléchir sur les institutions et réfléchir sur le partage des eaux entre le privé, les communs, le public et les biens clubs. Il y a une quatrième catégorie. Et pousser la catégorie des communs. En disant, au fond, la catégorie des communs, elle a une particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de ressources du type étang, faune halieutique, etc., écosystème, biodive, qui sont immédiatement des communs. Mais en réalité, il y a un commun de communs, sans lequel tous les autres ne sont pas possibles, qui est le lien social dans les sociétés. Si vous pensez par exemple à une ville, je pense par exemple à Johannesburg, où j'étais il n'y a pas très longtemps, où, comme vous le savez, l'apartheid se perpétue complètement. En fait, on a mis fin à l'apartheid en 91, mais en réalité, l'apartheid est toujours là. La grande question du côté des travailleurs sociaux qui sont dans les quartiers pour essayer de mixer blanc et noir, et colored, donc les métis, c'est trouver des lieux, des espaces communs partagés par toutes ces populations. Et donc, ils refont exactement ce qui a été fait au Moyen-Âge, c'est-à-dire des chemins communs, des routes comme les communaux qu'on avait en France, des parcs communs où tout le monde peut se réunir. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'ils se les approprient. Et ils constatent que l'initiative privée, ça ne marche pas. L'initiative top-down publique, ça ne marche pas non plus. Et donc, ils sont avec la société civile, ils essaient d'inventer autre chose. Et donc, moi, quand je vois ça, je dis, c'est clair, ils essaient de construire des communs là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus. Vous voyez ? Et donc ça, c'est une porte d'entrée, à mon avis, très riche, avec laquelle on peut discuter avec les autorités locales. Vous voyez ? Une dernière question, Benoît.
Oui, Benoît d'Aviron. En fait, j'apprécie beaucoup votre discours et j'apprécie beaucoup vos écrits aussi. Et à chaque fois, je me pose la même question qui est très courte, c'est comment fait-il pour survivre à l'AFD et plus globalement dans le monde du développement, en fait. C'est vraiment une question que je me pose et dit peut-être de manière plus correcte, comment votre pensée, vos écrits passent aujourd'hui et perçus et reçus dans ce monde du développement, avec cette marque du développement qui la rend très orthogonale par rapport à ce que vous racontez. C'est une vraie question. Je vais donner deux éléments de réponse. Hein. Il y a un premier élément, c'est ce qui me nourrit moi à titre perso, Gaël Giraud, c'est pas tellement de savoir si mon voisin à l'AFD est d'accord avec moi, parce que là, je vais être très malheureux. C'est d'aller sur le terrain et de rencontrer des personnes sur le terrain. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'ai vécu il y a 20 ans au Tchad, où j'ai fondé un centre d'accueil pour les enfants de la rue. Donc j'ai pu retourner au Tchad voir mes enfants. Bon, j'ai retrouvé 2 gamins dont je m'étais occupé, parmi beaucoup d'autres. Quand je les ai lâchés il y a 20 ans, ils avaient 12 ans. Et là, je retrouve des gaillards de 32 ans. Mais je les ai reconnus. Ça me suffit. Ça me nourrit jusqu'à la retraite, vous voyez. Mais donc, c'est pas l'AFD qui me nourrit. C'est un prétexte, un alibi pour vivre quelque chose qui me nourrit. Après, pour vous répondre quand même sur la question du débat de fond, moi, je crois que si nous, on n'essaie pas, la communauté internationale est perdue. Et la thèse de Védrine est vraie. Il n'y a pas de communauté internationale. Les Nations Unies sont quand même dans un état d'échec flagrant. La Banque mondiale va très mal. Le FMI, n'en parlons pas. Et ce qui va se passer, c'est que c'est les grandes banques du Sud, les banques asiatiques du développement, la BNDES, qui vont prendre le leadership. Et avec des doctrines sur lesquelles on aura encore moins prise. Donc moi, ça me semble tout à fait nécessaire de continuer à essayer d'alimenter le débat, sans trop d'illusions sur l'impact, évidemment, hein, mais quand même, si on ne le fait pas, c'est la part du colibri, hein, il faut la faire, je crois. Bon, alors, pour être un tout petit peu plus concret, l'AFD devrait prendre la présidence de IDFC, hein, qui est le club des banques bilatérales, des 23 banques bilatérales de la planète, qui pèse plusieurs dizaines de milliards. Hein. Ça pèse lourd en termes d'encours. Voilà. Donc la France va prendre la direction de ce truc-là. Là, on va pouvoir passer des messages. J'espère qu'on va avancer. Oui, c'est une manière d'avancer. Bon. Sans trop d'illusions, mais quand même. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. On ne cherche pas de mot d'ordre. Une dernière question. Sinon, j'en ai. Allez, Alain. Oui, c'était une question autour du rôle du secteur privé. Vous avez finalement beaucoup parlé de l'action publique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les États? Et on a presque le sentiment qu'il y a comme une espèce de gouvernement parallèle du monde, qui est celui des grandes entreprises, qui finalement a une capacité d'investissement, de mobilisation, de recrutement, en termes, presque tous les termes que vous avez mentionnés, d'emploi, d'impact sur l'environnement, qui est colossal. Et nous, au CIRA, nous sommes sollicités par le secteur privé. Et je peux dire qu'on a quand même beaucoup d'états d'âme. On essaye de se doter d'un code de déontologie, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous recommanderiez au CIRA? Quelle attitude pouvons-nous avoir avec cette espèce de gouvernement parallèle du monde, comme je dirais? Alors on essaye de penser au commun. On se dit, agissons pour le bien commun. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des commandes privées, des contrats. Donc quelle serait votre position? Je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que c'est une vraie question sur laquelle, en tout cas moi j'ai beaucoup bougé. Il y a une petite dizaine d'années, j'ai travaillé, alors que j'étais encore au CNRS et pas du tout à l'AFD, j'ai travaillé dans pas mal de programmes financés par des grands groupes privés, Total, Danone, Veolia. Bon. Et alors évidemment, on a eu beaucoup d'argent grâce à ça pour faire des enquêtes de terrain qu'on n'aurait jamais faites sinon, parce que c'est pas le budget du CNRS qui les aurait rendues possibles. Donc en ce sens-là, on pourrait dire que nous avons instrumentalisé les entreprises qui ont mis un peu d'argent sur la table qui pour elles ne pèse rien du tout, qui pour nous était beaucoup comme chercheurs. Bon. Donc là, en fait, on se paye un tout petit peu sur la bête, si je puis dire. En même temps, évidemment, l'espoir, c'était que ces enquêtes permettaient d'avoir un dialogue avec un certain nombre de cadres dirigeants de ces entreprises pour les faire bouger. C'est un peu ça, mon espoir secret, caché. Voilà. Alors là, j'ai abandonné tout espoir, honnêtement. Je suis revenu complètement dessus. Les 3 entreprises que j'ai nommées n'ont pas bougé d'un epsilon sur les questions sur lesquelles on a travaillé. Et moi, je crois qu'il y a une crise profonde de la gouvernance des entreprises aujourd'hui, des grands groupes. Si vous avez vous-même travaillé là-dedans, ou si vous avez des proches qui y travaillent, vous voyez bien qu'à part des grands fous, la plupart des cadres dirigeants sont très malheureux. L'entreprise est devenue un lieu non démocratique, extrêmement fermé, extrêmement violent, qui refuse tout débat de fond sur le sens de ce qu'il fait. C'est très grave. Je crois que là, il y a une vraie dérive qui est très malsaine. Hein. Bon.
Et ce qui n'empêche qu'il y a des gens remarquables qui travaillent dans les grands groupes. C'est pas, ça n'empêche pas. Hein. Et ce qui n'empêche aussi, évidemment, je dis ça, qu'il y a aussi des initiatives privées magnifiques. Et c'est pas incompatible. C'est la gouvernance des grands groupes multinationaux, à mon avis, est en crise profonde aujourd'hui. Bon. Voilà ce que je dirais. Je voulais rajouter un mot là-dessus. Mais en fait, comment? Oui, tout à fait. Mais ça me reviendra, je suis fatigué. Non, c'est bon. Avec ce que tu dis et les positions que tu as, tu es invité permanent au CIRAD. Nous, ça nous nourrit. Et ensemble, on pourra lutter encore plus efficacement. Merci à toi.